Bien, merci. Merci aux organisateurs, organisatrices. Je vais donc parler de cette recherche que j'ai faite sur Twitter. En introduction, on peut dire que actuellement, la question du deuil se décline en deuil présentiel se décline de trois grandes façons. La première, c'est le deuil personnel, c'est-à-dire des individus qui perdent un être qui leur est cher et dans lequel on trouve une intimisation du rapport au deuil et des modulations des règles de conduite à suivre, à partir de la tradition, de choix personnels ou un mélange des deux. Le deuxième type de deuil en présentiel, c'est le deuil public. C'est le deuil qui est l'expression d'un registre de sentiments à l'occasion d'un décès de figures publiques, par exemple l'idée Diana ou de cataclysme ou des attentats. Donc, ces formes qui prennent des dimensions de manifestation, de participation à des manifestations, comprennent des rituels de deuil qui commencent à être de plus en plus stéréotypés, messages de condoléances, allumage de bougies, dépôt de bouquets de fleurs ou par exemple des peluches comme on l'a vu dans le cas de Lady Diana. Ces rituels de deuil publics sont de plus en plus aussi, se manifestent de plus en plus sur les réseaux sociaux, où on voit de nombreuses recherches sur l'expression des deuils publics de célébrités, par exemple la mort de Steve Jobs ou de Bowie ou d'Amy Winehouse, à la fois sur Facebook, Twitter, YouTube, et qui donnent naissance à des recherches qui mettent en évidence un certain nombre de caractéristiques. Donc, certains parlent d'un rituel médiatique social, donc il y a une forme médiatisée de ces rituels, une dimension d'hyper-réflexivité qui se manifeste sous la forme de débats et d'autres expressions, une dimension parasociale qui est très significative, qui renvoie aux interactions unilatérales avec les célébrités médiatiques à travers le médium lui-même, et une communication hyper personnelle et un mode de contournement de ce que certains chercheurs appellent le deuil empêché, c'est-à-dire que le fait que le réseau social permet l'expression du deuil qui, dans la sphère présentielle, pourrait ne pas être comprise. Par exemple, être très atteint par la mort de Steve Jobs ou de Amy Winehouse sans qu'il y ait un lien personnel effectif entre les individus. Ce que les recherches ont montré aussi, c'est l'importance de ce que, reprenant le vocabulaire de Kunkel et de Nice, appelle le mode épidiptique, c'est-à-dire l'utilisation très grande du panégyrique ou de l'éloge, qui va se baser sur un certain nombre de règles qui ont été définies par ces chercheurs et reprises par Holliman et Rajan et Sarkar, c'est-à-dire d'établir la crédibilité des auteurs, faire l'éloge du défunt, révéler ses émotions, faire face à la perte en suggérant des activités qui reflètent les projets du disparu, faire face aux émotions en présentant de nouvelles perspectives, affirmer une relation vivante et maintenir des liens interactifs dans le futur avec le disparu, donc par la mémorialisation. Plusieurs recherches ont porté aussi sur les attentats et les réseaux sociaux, et en particulier sur le marché de Noël de Berlin en 2016, où il y avait eu plusieurs morts. Et l'analyse de Fischer et ses collègues a montré, à partir d'une analyse surtout quantitative, comment s'ordonner et se structurer les messages en termes de quête du sens à donner à ces attentats, les expressions liées au deuil,
la réaffirmation de la cohésion sociale, et d'une part l'expression de sentiments nationalistes et xénophobes, rejet de la diversité et critique des positions pro-migratoires, et d'un autre côté, l'inverse, donc la tolérance, la défense des valeurs de sollicitude, la solidarité entre différents segments, des échanges incluant des dimensions d'empathie et de sympathie, et en dernier lieu, toute la reconnaissance pour les services d'assistance et des éléments d'information. Donc on voit à partir de cette étude comment se structure le champ des messages sociaux suite à des attentats. C'est en particulier l'attentat contre la rédaction de la revue Charlie qui a aussi donné lieu à plusieurs recherches, en particulier avec l'analyse du slogan Je suis Charlie, qui a montré que, attaché à un hashtag ou non, il exprimait des positions contradictoires. Certains aussi ont montré que c'était un slogan polysémique et flou, mais qui compactait l'indicible des émotions et maximisait l'amplification énonciative dans les rituels de deuil. Or, moi, je me suis intéressé au message sur la mort de Samuel Paty pour deux raisons. La première, c'est à la fois un attentat, et la deuxième, c'est que ça touche une personne qui devient subitement une célébrité postmoderne. En cet amalgame de personnalisation dans le cadre d'un attentat présente un intérêt en termes d'analyse pour voir comment est-ce que le panégyrique, les fonctions épidétiques et politiques pouvaient s'articuler. Donc, on connaissait déjà le contexte, l'assassinat et la décapitation. Professeur Paty par un jeune tchétchène qui réagissait à sa présentation des caricatures de Mahomet. Et ça donnait lieu à de nombreux messages, des manifestations en France, en particulier le 18 octobre et la cérémonie le 21 octobre, et une autre aussi dans les écoles, mais celle-ci, je ne la traiterai pas dans le cadre de cette présentation. Donc, j'ai collecté des messages entre le 4 et 8 janvier dans la fonction recherche avancée du réseau Twitter. Ils ont été transférés dans un fichier Word. Ils couvrent la période du 17 octobre au 29 novembre, et seuls les messages en langue française ont été considérés. Il y en avait autour de 1200 pour cette période. C'est un seul hashtag, il y en a d'autres, et ça demanderait une analyse beaucoup plus complexe. J'ai fait une catégorisation, une analyse de contenu qualitatif manuel en me fondant sur les grilles de Kunkel et de Nice et de Fischer, Pressler et al. Donc, ce qu'on retrouve, c'est d'abord une quête de sens. Donc, on essaye de définir l'acte qui renvoie à un registre sémantique qui inclut des termes variés, donc de l'assassinat au massacre. Il est accompagné de qualificatifs soulignant la dimension troublante et extrême. Il y a tout un lexique, par exemple, horrible, barbare, abominable. Et quelquefois, l'acte est rattaché à l'étiquetage islamiste comme tel. Il y a peu de jugement sur l'assassin, mais la personnalité de Paty est présentée de façon contradictoire. D'une part, il est calme, d'humeur égale, il est bienveillant, il est respectueux de ses élèves et il a une vocation vraiment d'enseigner. Et à l'inverse, il y a quelques commentaires qui font de lui quelqu'un qui est raciste, qui était fasciste et qui voulait humilier des gamins sous prétexte de liberté. Donc, à cette définition de la personnalité sont rattachées une analyse des raisons proximales du meurtre, qui sont liées à la présentation en classe de caricature, rendue possible par les collégiens moyennant finance, et qui est liée aussi à reproches des collègues
qui disait ne respectez pas les règles de la laïcité. Et donc, il y a eu une désolidarisation et un lâchage des différentes instances que le message montre bien, depuis le recadrage par la hiérarchie jusqu'à la décapitation finale dans la séquence pratiquement d'une mort annoncée. On trouve aussi des raisons distales, donc plus lointaines, l'influence des islamistes et des organismes musulmans fondamentalistes, des lois organiques de la République qui sont insuffisantes, une critique de l'idéologie islamique, mais à l'inverse, une critique de l'islamophobie et des exigences de renforcement de l'état de droit. Et ceci s'accompagne à la fois de controverses sur l'immigration et aussi une critique des réseaux sociaux qui ont diffusé des messages violents et donc qui ont contribué à cette atmosphère particulière. Or, une partie des messages relaie les hommages auxquels les individus ont assisté, en description des manifestations et des rituels du deuil public et des invitations à y participer. Et comme dans les autres rituels en présentiel, on retrouve un grand nombre d'éléments communs, des drapeaux en berne jusqu'à la reprise du slogan « Changez, je suis Samuel », avec l'accent mis sur une chanson de Hugo Frey, « Adieu, monsieur le professeur », qui donc résume un petit peu le contexte. Les premières manifestations ont été dispersées dans les différentes villes, mais la cérémonie nationale du 21 octobre, elle est plus concentrée sur la cour d'honneur de la Sorbonne, avec un certain nombre de rituels, depuis la remise de la Légion d'honneur jusqu'à la lecture de 3 textes, dont un poème de Gauvin Serre à Samuel Paty sur le fait qu'on ne peut s'habituer à la mort des innocents. Or, la dimension épileptique est vraiment très présente. On la retrouve dans un registre sémantique qui fait appel à plusieurs dimensions, plusieurs figures. Bien sûr, la figure du professeur, du martyr, du soldat, du héros, du résistant et du défenseur de la liberté d'expression. Donc, Paty va être perçu vraiment surtout par rapport à des dimensions de figures guerrières, donc de quelque sorte d'un militaire tombé au champ d'honneur. Et c'est ces dimensions qui vont être fréquentes dans le corpus. On retrouve aussi des expressions stéréotypées des condoléances, adieu, repose en paix, avec l'ajout d'une émotion personnelle, surtout associée à la diffusion de la chanson de Hugo Frey dont j'ai parlé. Les condoléances sont présentées à la famille et aux proches, accompagnées quelquefois d'un éloge, mais ça peut être aussi très stéréotypé. Et il y a une importance de maintenir la mémoire en proposant que des écoles, des rues, des places, à la fois dans les villes françaises et européennes, portent son nom et qu'il y ait des commémorations annuelles qui lui soient proposées. C'est en particulier au moment de l'exposition du cercueil, le 21 octobre, qu'on trouve des réactions les plus fortes, donc des réactions lacrymales marquées par un certain nombre de mots et des sentiments qui sont associés à cet état. Il y a aussi des affects de colère, de désespoir qui sont manifestés et plusieurs messages critiquent le fait qu'il n'y ait pas d'unanimité par rapport aux hommages. Donc, reproche le mutisme de certains articles, critique des franges de la population indifférente ou critique de photos avec des pancartes de mauvais goût, par exemple, repose en paix Samuel, mort enseignant. Donc, il y a un jeu de mots assez terrible sur cette situation.
Ce qu'il y a aussi de très fort, c'est la critique de l'implication des hommes et des femmes politiques aux cérémonies. Si d'une part le président Macron est encensé pour son discours qui est considéré vraiment à la hauteur de l'expression rhétorique par rapport à la mort de Samuel Paty, la reprise du slogan « Ils ne passeront pas » a été critiquée parce qu'il est peu susceptible d'être suivi d'effets politiques remarquables. À l'inverse, il est présenté comme ayant vendu la France aux intégristes et deux de ses ministres sont particulièrement pris à partie pour des mesures insuffisantes et leur incompétence, c'est le ministère de l'Intérieur et de l'Éducation. Et tous les partis, les représentants des partis, surtout de gauche, sont dénoncés vraiment en termes virulents, comme le montrent ces quelques extraits, depuis des charognards jusqu'aux bandes de fumistes. Alors il y a vraiment une utilisation de termes très durs à leurs propos. Excuse-moi. Donc, on retrouve aussi, comme c'était le cas à Berlin, une cohésion, une affirmation des valeurs nationales, donc un appel à l'union, à la cohésion. Et Samuel devient l'incarnation de la République et de sa devise, et il a une exhortation à la solidarité nécessaire pour vaincre la haine et la bêtise humaine. Et on retrouve la réaffirmation des valeurs fondamentales de la République, la liberté d'expression, la laïcité, la lutte contre les intégrismes et le droit au blasphème. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est l'utilisation de la métaphore de la lumière et de l'obscurité pour désigner la lutte entre le bien et le mal qui se joue d'une certaine façon. Donc l'importance de maintenir les lumières qui ne doivent pas s'éteindre, l'exhortation à prendre exemple sur Paty pour ne pas céder et à maintenir la patrie des Lumières, l'importance de l'éducation qui constitue l'arme essentielle pour vaincre l'obscurantisme. Donc ce rapport essentiel entre ombre et lumière est mis en évidence dans cette analyse. Un dernier thème qui est important, c'est la question des caricatures, donc la monstration, la censure quant à leur diffusion. On trouve trois dimensions, donc le maintien de la liberté de les présenter, la modulation de leur diffusion par certains politiciens ou l'inacceptabilité de l'exposition des caricatures avec le déplacement de l'enjeu du local au plan international avec la réaction de pays comme la Turquie et les pays du Moyen-Orient. On note par contre que la question du conflit palestinien-israélien n'est pas du tout soulevée, contrairement à d'autres recherches qui ont montré la centralité. En conclusion, donc, on retrouve la présence des structures discursives sur les réseaux sociaux rapportées par d'autres recherches et surtout la question du mode épileptique qui est lié à l'éloge du défunt et au fait de continuer la mission qu'il s'était proposée. Mais il y a deux dimensions, donc ça rejoint aussi ce que les chercheurs ont démontré dans le cas de Berlin, c'est-à-dire l'opposition entre les dimensions xénophobiques refermées et l'ouverture et la tolérance. Mais il y a deux dimensions qui ne semblent pas être présentes dans le corpus allemand et qui reflètent vraiment l'éthos et la spécificité de la situation française. C'est l'expression de colère et de mépris envers les autorités politiques et la question des caricatures qui continue de constituer une problématique centrale.
Donc, cette première analyse pourrait être amplifiée en prenant d'autres hashtags qui pourraient confirmer, compléter et élargir ces premières analyses. Merci.